Alors, bonjour Nelly, bonjour Arnaud, Salut, bonjour à tous. Ils bonjour à sont tous. beaux, ils sont mignons, ils sont jeunes, ils sont là. Donc, je suis ravi de les accueillir ce soir. Donc, c'est Nelly et Arnaud. Donc, Nelly, on s'est connus il y a très très longtemps en Nouvelle-Zélande. Hein, donc, tu travaillais chez Chloé Henry, tu vas décrire ta mission. Et l'idée ce soir, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, c'est connaître un peu tout le cheminement en fait pour créer un domaine. Donc le titre, c'est créer son domaine en partant de zéro. Et donc, alors ça tombe bien, on va le faire avec Nelly Arnaud. Les vins sont juste extraordinaires, donc seulement au bout de 3-4 ans. Donc vous allez raconter votre parcours. Bah, je vous laisse vous présenter peut-être. Allez, c'est parti. Donc, moi, c'est Nelly. Euh, et du coup, j'ai 39 ans. Euh, on s'est effectivement rencontrés en Nouvelle-Zélande avec Arnaud et avec Fred aussi, puisque Fred était venu donc en visite, hein, tu vois. Et quoi, à l'époque, j'étais chez Chloé Henry, donc qui appartient au domaine Henri Bourgeois de Sancerre. Et en fait, voilà, je m'occupais de toute leur vente, leur marketing. Et puis, c'était un domaine qui se montait aussi, donc j'étais là au début. C'était chouette. Moi, c'est Arnaud, j'ai 38 ans. Comme l'a dit Frédéric, je suis mignon Il est jeune et aussi. jeune. J'aime. Euh, j'ai rencontré Nelly aussi, du coup, en Nouvelle-Zélande, à Clos-Henri. Ouais. Sauf que voilà, moi, je travaillais plutôt à la cave. Ouais. Et c'est là qu'on s'est rencontré avec Nelly en 2000. Moi, j'ai commencé à Clos-Henri en 2007, Ouais. 2008. Ouais. Non, même 2008, ouais. Et on en est parti en 2010. Et moi, 2011. Ouais, moi Ouais, parce que je 2010. l'ai Ouais. suivi, en fait. Moi, je suis rentré en France, travailler pour un domaine dans le sud-ouest. Ouais. Et puis Nelly est rentrée en France après, En en 2011. 2011. Et en fait, du coup, après, moi, j'avais fait 7 ans en Nouvelle-Zélande. Et donc, après ces 7 ans, on s'est juste dit, bon, où est-ce qu'on va maintenant dans le monde pour poursuivre notre aventure, quoi. Et on est arrivé dans le Rhône. Voilà, parce que j'avais des super souvenirs de vin du Rhône. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans la région. Voilà. Ouais, D'accord. parce que Ouais. pendant ses études, elle a fait l'OIV. Ouais. Et Beaucoup elle a dégusté, goûté quoi. beaucoup, beaucoup, beaucoup de vins. Et je lui avais demandé, c'est quoi l'un des vins qui t'a le plus marqué? On va parler d'un Hermitage blanc. Donc c'est pour cette raison qu'on est arrivé dans cette région-là, vraiment. Ah, c'est Voilà. fantastique. Donc, par rapport à votre goût et par rapport à votre palais, vous êtes arrivé, vous avez pris la France et vous avez pointé sur Hermitage, quoi, Vallée du Rhône. Ouais, Voilà. Ah, c'est ça. On n'avait rien, c'est on n'avait fantastique. pas d'amis là, on n'avait pas de famille là-bas, on n'avait aucun point de chute à cet endroit-là. Ouais. C'est la seule raison pour laquelle on a atterri là. Oui, parce que je suis de D'accord. Bretagne et Arnaud est de Belgique. Donc, clairement, on n'avait aucune attache dans le Rhône, quoi. Et Voilà. donc, vous êtes arrivé dans le Rhône en quelle année alors? 2011. Ouais. 2011, tous les deux. Et donc, toi, tu travailles chez Chapoutier de mémoire, quoi. Tu as fait Et puis Arnaud, tu travailles chez Courbis? Oui, oui, oui. Enfin, Ouais. j'ai attaqué chez Ferraton d'abord, puis après chez Courbis, ouais, pendant pendant 8 ans. Mm. J'ai été maître de chez pendant 8 ans chez Courbis jusqu'à l'année, le début de cette année, en Ouais, fait. son dernier millésime, D'accord. 2019. 2019. Voilà. Donc, il a fait les 20 entre Alors, 2019 chez eux. ouais. Bon, bah super. Donc là, vous allez nous raconter comment on crée un domaine de toutes pièces, hein, parce que c'est vraiment votre histoire de vie, hein, c'est votre projet de vie. Vous l'avez fait avec vos enfants, hein, qui sont nés au domaine, quoi, peut-être pas au domaine, mais maintenant qui vivent au domaine. Donc, bah, vous pouvez peut-être nous présenter la grande famille maintenant, la petite photo que Ouais, j'ai mise juste pour vous présenter, ouais. voilà, y a plus de suspense, quoi. On vous présente tout le monde direct, quoi. Donc, on est du coup là à gauche, en bas à gauche, c'est Margot. Margot dans sa caisse enfin les deux sont dans une caisse, mais Margot qui a 2 ans maintenant, voilà, On va aller dans un seau. dans un seau, et Augustin à côté, derrière le tracteur. Augustin il a 4 ans maintenant. Ouais. Ils sont sympas. Donc, c'est bien, il participe déjà aux vendanges, hein, donc c'est intéressant. Ouais, en fait ils sont avec nous tout le temps, comme voilà, comme on n'est pas du coin, on n'a pas non plus de famille pour s'en occuper, ni de grands-parents, ni quoi que ce soit. Donc en fait ils sont tout le temps avec nous.
qu'on nous dit souvent qu'on a des enfants qui sont très indépendants, mais ils n'ont pas bien le choix parce que, Ouais, voilà, d'accord. quoi. Donc on travaille avec eux, enfin, voilà, on fait tout avec eux. On a fait, quand ils étaient tout petits, on faisait la taille avec Augustin dans un sac de rando derrière, on faisait la taille dans les vignes l'hiver avec lui. On trouve régulièrement des petits joujoux dans les vignes. D'accord. Ah bah, c'est très sympa, quoi. C'est vraiment un projet de famille qui est super, quoi, que vous vivez au quotidien, quoi. Alors, Ouais. on va pas, on va revenir sur la création et c'est un peu l'objet du cours ce soir. On va aussi surtout revenir aussi sur la dégustation qu'on va faire ce soir. Donc, on va déguster 4 vins, hein, donc ça c'est un peu le rituel, hein, entre 3 et 4 vins. Donc, Nelly et Arnaud ont sélectionné ces 4 vins que je vais vous présenter ce soir. Donc là, c'est un Côtes-du-Rhône blanc. Donc, comment tu prononces, Nelly? Jasus Lalandi. Jasus Lalandi. Ouais. Alors, on vous en dit pas plus sur les étiquettes, hein, parce que ça fera l'objet d'une petite. On va vous parler aussi des étiquettes par la suite, parce qu'ils sont jeunes, ils sont mignons, ils sont beaux, donc ils font des belles étiquettes, ils font du beau marketing. Donc là, on fait Saint-Joseph blanc. Hein, donc là, c'est un petit, c'est un peu le dernier né, non? Quoi, non? Vous avez de ça depuis combien de temps? Ouais, non, Ouais, non, c'est le dernier lié, c'est 2019. Donc, ouais, on vient de le sortir. 2019, donc jeune millésime. Ensuite, on ira sur un Côtes-du-Rhône rouge. Donc, vous appelez Côtes-du-Rhône les assiégés, hein, donc avec un S, Côtes-du-Rhône rouge. Et on terminera sur un Côtes-du-Rhône, donc village. Hein. Donc, Massif du alors oui, j'ai pas, oui, c'est quoi? Massif du Chaux, Massif du Chaux, oui. C'est ce qui le Alep. caractérise le plus, c'est le massif du Chaux. Ouais. Alors, bah, ce que je vous invite, Arnaud et Nelly, c'est peut-être quelques précisions sur le domaine, ce que vous avez fait et puis où vous êtes situé. Là, on voit bien sur le PowerPoint, en fait, où sont vos parcelles. Donc, je vous laisse les commenter peut-être. Ouais. En fait, donc ça, c'est la vallée du Rhône. Hein. On est situé, nous, au nord de la vallée du Rhône, sur les hauteurs de Saint-Joseph. Donc, c'est la première flèche qu'on voit en haut du. Voilà. Ça, c'est là où on est basé. C'est là où on s'est installé, du coup, en 2011, quand on est arrivé. Et ensuite, on a des vignes également juste en dessous à Cornas, enfin un peu plus au sud, à Cornas. Et puis, on a des vignes également, du coup, en Rhône méridional. Donc, ça se situe à 1 heure en voiture au sud de là où on habite. Autour, du coup, de Huchot ou de la ville de Suse-la-Rousse ou Sainte-Cécile, pour ceux qui connaissent, quoi. Voilà. D'accord. Donc, au total, ça nous fait 13 hectares à peu près. Tout n'est pas planté. Ça fait partie vraiment de la construction de notre domaine, c'est qu'on a beaucoup de plantations. Et voilà, donc 2018, c'était notre premier millésime où on a produit 15 000 bouteilles. Et puis l'année dernière, voilà, petit à petit, les choses se font et on est à 40 000 bouteilles aujourd'hui. Ouais. Alors maintenant, ouais, Pourquoi on est... Excuse-moi Fred, c'est juste pourquoi on a des vignes dans le nord et pourquoi on a des vignes dans le sud. C'est parce qu'en fait, quand on s'est installé, on n'a jamais pu acheter de vignes, on n'a jamais pu louer quoi que ce soit. Vu que ça, c'est un des grands problèmes en fait quand on démarre et qu'on commence de zéro, c'est d'avoir accès aux terres et accès aux vignes. Parce que surtout dans le Rhône Nord. il y a une très forte pression, je veux dire. Mm. C'est sûr, il y a des régions dans lesquelles c'est beaucoup plus simple. Là, il y a une très grosse pression sur le foncier dans le Rhône Nord. C'est des appellations qui se valorisent assez bien. Il y a énormément de recherches. Et quand vous avez, par exemple, une appellation comme Cornas, qui fait peut-être 150 hectares maintenant, tout compris, il y en a 145 de plantés, quoi. Donc, c'est en général, quand il y a quelque chose, une transaction ou quoi, déjà, il y en a très, très peu. Et puis, ça va rarement à des inconnus, nous, en l'occurrence. Donc, ça Ouais, part à la famille, ça part aux voisins, ça part à, voilà. Ça reste, voilà, donc c'est très compliqué. Et puis la situation géographique aussi de la région fait ça, c'est qu'il y a le Rhône qui coule et de deux côtés il y a des versants, mais c'est des versants quoi. Donc c'est pas non plus et les appellations sont sur les coteaux, donc c'est pas non plus extensible à souhait parce qu'après on est sur les plateaux et sur les plateaux on est en IGP. Donc il y a juste pas beaucoup de terre en fait de base. On n'est pas sur des grosses appellations non plus. Saint-Joseph s'étire sur quasiment 70 km de long.
Et au final, il y a quoi? Il y a 2000 hectares à peine? Non, 1500 Ouais, peut-être. 1500 peut-être, ouais. Ah ouais, il y a Il y a 1500, ouais. sur 70 km de long, donc c'est vraiment, il y a beaucoup qui est planté, il en reste encore pas mal, mais bon, il y a une très grosse pression sur le foncier. Donc on a fait que de la plantation, nous, dans le Nord, pour démarrer. On avait jamais, et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pas juste un simple hobby? Parce que faire un plan de carrière sur de la plantation, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Mhm. Ou en tout cas, c'est pour vos enfants, c'est pas pour vous. Donc nous, on voulait que ce soit plus qu'un simple hobby, et on voulait vraiment en vivre. Donc on s'est dit, où est-ce qu'on peut trouver de la vieille vigne avec des vins qu'on aime, pas trop loin, et, euh, et où ce soit faisable. On Donc, peut acheter, hein. on peut acheter, oui. Donc, à des prix raisonnables aussi, exactement. Donc, on a été du côté d'Orange et on a goûté pas mal de Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône village, et on est tombé amoureux de cet endroit qui se trouve en fait autour de Sainte-Cécile, où on a adoré les vins de Sainte-Cécile, où on a découvert le massif du Chaux qui est devenu Plus tard. plus tard. Et voilà, donc c'est à 1h30 de chez nous, mais ça se fait, voilà, c'est faisable. Mais bon, voilà, ça explique pourquoi on a un parcellaire si éclaté, Ouais. étendu, quoi. Voilà. Ouais, pour la gestion au quotidien. Donc, Vinif, vous les faites là-bas, bien sûr, et vous avez un local, une cuverie où vous apportez les raisins au domaine, ou comment ça se passe? Vinif, on fait tout ici, c'est-à-dire que les raisins du sud, on les remonte en camion frigo. Donc on vendange à la D'accord, main au sud, on charge un camion frigo, et le soir, on ramène les raisins dans un frigo ici et on les processe le lendemain. Voilà. d'accord. Ouais, bah, et du coup, maintenant, ça vous permet d'avoir quand même une gamme aussi qui est intéressante. Et c'est vrai que là, on regarde création du domaine en 2016, là, on est en 2020. Euh, Vous avez déjà toute une gamme. Et vous parlez déjà de combien? 40 000 bouteilles? Ouais. Donc, ouais, donc c'est déjà pérenne, quoi. Je veux dire, c'est déjà bien. Vous pouvez déjà. Et c'est vrai ce que tu disais, faire que de la plantation pour avoir bah, la troisième feuille ou je sais pas, ou attendre que ça soit En cultivable. sachant qu'on a Ouais, on a des problématiques ici qui sont une appellation que je reviens souvent avec Cornas parce que c'est quand même assez. Les droits de plantation à Cornas, c'est moins de 500 mètres carrés par an. Ça veut dire qu'il vous d'accord. faudra 20 ans pour planter un hectare. Donc Ouais, avant ouais. d'en. C'est ridicule, je veux dire, ça se fait pas sur une génération. Ouais, bien sûr. Ouais. Il fallait trouver une solution pour que ce soit autre chose qu'un hobby chronophage, quoi. Voilà. Ah ouais. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est. Alors là, on va déguster tout de suite le Côte-du-Rhône blanc, hein, parce qu'on parlait un peu de l'appellation Côte-du-Rhône. Juste pour finir sur ces images, parce qu'on ne reviendra pas forcément dessus. Donc, ça, c'est des images qui ont été prises en 2016, hein, où vous avez vraiment. Ouais, c'était Non. 2016. Donc c'était notre maison en fait. C'est avec notre maison que tout commence, c'est qu'on décide de vraiment s'implanter dans la région et du coup on commence à chercher une maison. Et puis première maison qu'on visite, il y avait des terres de Saint-Joseph avec. Et du coup on s'est dit mais en fait on peut en fait juste se lancer et puis voilà, petit à petit on créera la chose petit à petit, mais c'est possible. Et du coup on a acheté une autre maison en l'occurrence. On cherchait une vieille ferme avec soit un peu de terre pour pouvoir planter, du coup, soit une grange pour pouvoir faire une cave. Donc, on a trouvé notre maison qui est sur les hauteurs. Donc là, on voit sur les photos, en fait, derrière, il y a d'autres collines. Entre les deux, il y a la rivière du Doubs. D'accord. Et voilà, donc là, on est tombé juste amoureux de l'endroit. Et on s'est dit, ben voilà, autour de la maison, on peut planter nos premières vignes. Donc ça, c'est des photos des toutes premières plantations. Donc on voit Augustin là en bas à gauche qui nous donne la main. Et ça, du coup, c'est des parcelles. Là où il y a toutes les vignes, là en haut à droite, c'est Cornas. Ouais, Voilà. d'accord. Et voilà, pour nous, c'était le tout début, quoi. Mm. C'était les premières plantations. Donc ça a rythmé comme ça en 2016-2017 un peu nos années parce que de toute façon, il n'y avait pas de vignes à acheter, donc c'était que de la plantation, donc c'était défricher, cultiver la terre, etc., pour pouvoir lancer les premières D'accord. vignes, quoi. Alors, je vais vite là, mais parce que je cherche donc. Alors, on Mm. est sur Côte-du-Rhône. Tiens, voilà. Donc, on va déguster donc le Côte-du-Rhône blanc. Ouais. Alors, c'est quoi la proportion? Je sais pas, il y a pas les bouteilles là sur.
sur la fiche. Hein, donc, La production, tu veux dire, ou la proportion? oui. Bah, la proportion de Côtes-du-Rhône blanc que vous avez sur les 40 000 bouteilles, par exemple. C'est 2000 bouteilles. 2000 bouteilles? Ouais. D'accord. C'est un demi-hectare dans le sud. Donc c'est vraiment une petite parcelle de grenache blanc, 100%. Et du coup, voilà, c'est la seule parcelle de blanc qu'on a dans le sud. Donc petite D'accord. parcelle qui produit à tout petit rendement, hein, parce que si on était à rendement à 50 hectares là-dessus, on ferait 6000 bouteilles, plus de 6000 bouteilles, quoi. Donc là, on en produit 2000, quoi. Alors là, tout de suite, bah, ce qu'on va faire, c'est que Nelly, Arnaud, vous allez peut-être nous raconter un peu brièvement, mais l'histoire des étiquettes, parce que quand on démarre, on a vécu à l'international comme vous avez fait Clos Henry, vous avez vécu avec l'univers du Nouveau Monde, tous ces vins un peu avec des capsules à vis et dans tous les sens et des étiquettes un peu funky et puis qui vont dans tous les sens. C'est vrai que vous êtes revenu en Vallée du Rhône, vous avez travaillé chez Chapoutier, chez Courbis, chez Ferraton, quoi. Vous avez des super références dans le Rhône. Et après, vous êtes revenu et donc, quand on crée un domaine, on part de zéro. On crée aussi du marketing. Donc du jour au lendemain, on est sur le marketing, on est sur la commercialisation. Alors pourquoi toutes ces étiquettes un peu spécifiques hein, C'est vrai que quand tu m'as montré un peu les étiquettes, j'ai dit waouh, c'est original. Alors 2 mots là-dessus parce qu'on reviendra systématiquement, mais et on va faire la dégustation du Côtes-du-Rhône blanc. Donc alors cette étiquette. Casus, Lalandi, du coup, ouais. L'idée, en fait, c'est qu'on voulait des étiquettes qui soient, qui restent classiques, soit où on allait reprendre les codes classiques d'une étiquette de bouteille française, en tout cas. Mais on voulait pas que ça soit vieillot et chiant, quoi, et moche. Donc, on voulait aussi un peu de modernité. Et du coup, on est parti. On aime bien les vieilles gravures. Et puis ça s'est fait en fait parce que ces étiquettes-là, on s'est dit, on n'a pas d'histoire à raconter, on peut pas dire mon grand-père, je sais pas quoi, vu qu'on commence de zéro. Et on s'est dit, nous, ce qui nous caractérise aussi, à part le fait de faire du vin, d'aimer le vin, c'est qu'on aime bien manger. Donc on a voulu amener la cuisine, la gastronomie sur nos étiquettes. Et on est parti, en fait, après moult réflexions, hein, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait, en fait, à travers des mois. C'est vraiment des mois de réflexion, et puis un jour, ça fait clac, le matin, tu te réveilles, et puis tu dis, oh putain, c'est ça que je vais faire, quoi. Et donc, on est parti sur raconter des histoires de gastronomie. Donc voilà, c'est à chaque fois des petites anecdotes, voilà, qu'on a D'accord. trouvées sympas. Donc là, sur Jésus Lalandi, on est sur les langoustes. C'est le nom d'une espèce de langouste qui prolifèrent autour d'une île qui sont des îles françaises, donc qui sont en fait sur l'étiquette là. C'est l'île de Sainte-Paul et du coup c'est le premier croquis qui a été fait quand ils ont découvert les explorateurs, quand ils ont découvert cette île. Et donc il y a plein de langoustes autour et il y a plein d'histoires de langoustes autour de cette île-là, autour de cette langouste, des histoires d'Interpol, de pirates, enfin c'est assez sympa. D'accord. Ah ouais. Bon, en effet, donc il y a quand même une histoire, il y a du fond, quoi. Ça, c'est la plus grosse difficulté, c'est de trouver quelque chose qui raccroche au domaine. C'est vrai qu'il n'y a pas voilà, X générations. On voit chez Henri Bourgeois, propriétaire depuis 9 générations ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu sur toutes les plaquettes. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir cette fabrique, en fait, ce label maison, génération. Donc là, vous êtes parti sur quelque chose du marketing, mais qui est sympa parce qu'il y a quand même une histoire. Donc, alors, Arnaud, sur la dégustation en elle-même, Côtes-du-Rhône blanc, donc on est plutôt sur un jaune clair, on est sur quelque chose d'assez limpide. Hein, donc, vous faites des filtrations et des collages sur les vins ou pas? Juste bentonite, c'est tout ce qu'on utilise. Après, comme on est labellisé, on va être labellisé Déméter, on a plus ou moins le droit à rien du tout. Donc, Ouais, nous, on filtre et sur le blanc, il y a une filtration avant mise. Et sinon, c'est bentonite sans collage, donc de l'argile. C'est tout. d'accord. Mais Et c'est après, vrai que c'est c'est. une filtration légère, hein, parce que l'idée, c'est pas non plus de dépouiller le vin avec des filtrations énormes. Hum.
Voilà. Donc, C'est- en termes de vinif, on garde le garde en cuve inox. On n'est pas des amoureux fous du bois. On n'aime pas trop le bois neuf. On Et n'aime pas du tout. Ouais. non, voilà, mais c'est un goût, ça, c'est des goûts personnels, voilà. C'est pas un jugement de Ouais, ouais. valeur. Donc, c'est vrai que comme on a pas mal de nos vins qui viennent du sud, tout le côté, le but, tout ce qu'on recherche à chaque fois, c'est garder de la fraîcheur. Donc, comme vous êtes sur un cépage comme le Grenache blanc, qui vient du sud, qui vient d'une région assez solaire, on en cherche à tout prix à garder la fraîcheur. Donc, on n'a pas boisé du tout. On pense que c'est un cépage qui est déjà assez gras à la base, sans avoir à l'alourdir avec du fût. Voilà. Ouais. Et puis on a bien aimé la Alors, minéralité qu'on avait sur ce vin-là, et on s'est dit aussi, en mettant du bois, on va cacher cette minéralité, quoi. Donc, ouais, bien sûr. Ouais. Alors c'est très bon, hein, c'est très frais, c'est un peu floral, ce côté un peu pêche blanche, pêche qui arrive, ce fruit à chair blanche. Il y a du gras en bouche, et il y a une bonne acidité aussi en finale, hein, donc une belle trame acide. Et ça, c'est frais, hein. Et c'est vrai que bah, pour ceux qui nous regardent, donc là, on est plutôt en Rhône méridional, donc on est plutôt sur le pays du Grenache. La différence avec Saint-Joseph, qu'on va déguster par la suite, on sera plutôt sur des roussanes et des marsannes, hein, donc sur les assemblages. Donc, alors moi, personnellement, j'ai toujours eu un peu de mal sur les Rhônes blancs du Nord, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un peu gras, un peu levuré, et puis justement, parce qu'il y avait un problème de fraîcheur, justement. Donc, et c'est pour ça que, franchement, au bout de 3 ans, sortir déjà des jus comme ça, c'est vraiment très qualitatif, hein. Et je goûte quand même beaucoup de vins. Et alors, ce que je t'avais dit, Nelly, j'ai dit, je ne goûterai pas les vins avant de faire le webinar parce que je voudrais avoir vraiment l'effet de surprise. Et je suis agréablement surpris. Enfin, je suis pas agréablement surpris. Je m'attendais pas à moins bien de vous deux parce que vous êtes talentueux, mais c'est très très bon, hein. C'est fin, c'est élégant, ouais, non, c'est sympa. Et c'est vrai que l'accord mets-vin, crustacés, langoustine, gambas, langouste, ça peut. Alors, c'est vrai que dans la tête aussi des consommateurs, bah voilà, langoustine, c'est Sancerre, c'est du Sauvignon, c'est quelque chose d'aromatique qu'on va mettre dessus. Ou c'est quand on est dans la langouste un peu grasse, plutôt un chardonnay de Bourgogne. Et là, c'est le bon compromis en fait, parce qu'il y a du frais, il y a du peps aussi en finale, et qui va rehausser le plat. Ça peut être très sympa, ouais. En effet, ouais. C'est très bon ça. Donc, je sais pas, vous aviez quoi en analyse des vins à dire, très cher, Nelly, Arnaud? on analyse des vins. Bah, je sais pas, non, les vins, généralement, quand tu es à un salon, qu'est-ce que tu dis aux consommateurs pour décrire le Côte-du-Rhône, par exemple? Ben, nous, c'est ça. Nous, on aime bien ce côté assez rond en bouche, mais où on va avoir cette trame acide tout le long. Pour nous, c'était super important. Hmm. Et après, il y a cette minéralité qu'on trouve intéressante. Alors, on n'est pas sur une minéralité de Sancerre, on a une minéralité qui est intéressante et qui est un peu, avec un peu un côté salin, en fait. Du coup, qui aide Ouais, ouais, aussi on a. à remonter la fin de bouche, en fait. Hmm. Voilà, et c'est pour ça que euh, on verra tout à l'heure quand on goûtera la Marsanne Roussanne, qui sont des cépages aussi très salins. Mm. Mais cette salinité aussi, elle est chouette parce qu'elle appelle à manger, elle appelle à saliver un peu aussi, et elle appelle pour moi vraiment à manger des crustacés, quoi, parce que Ouais. l'iode appelle, Alors, ce quoi. qu'on va faire, c'est que on va tout de suite faire le Saint-Joseph, comme ça, après, on reparlera en fait de la création du domaine et tout le déroulé en fait, hein, parce qu'on va pas s'égarer. Donc, on va faire les blancs tout de suite, et ensuite, on ira sur les. Donc, on va faire le Saint-Joseph blanc, hein. Ouais. Donc là, Saint-Joseph, vous l'avez compris, donc on est plutôt, donc on est dans le Rhône Nord, hein. Donc là, vous avez donc un assemblage de Marsanne et de Roussanne. C'est quoi la proportion? C'est 50-50. 50, 50-50? ouais, ouais. Ouais, donc là, on fait un bond je sais pas, 100 km, 100 km au nord. On est sur, en fait, on avance un peu dans notre histoire aussi, puisque ça, c'est une toute nouvelle parcelle. On arrive sur les très bonnes nouvelles même de notre histoire, puisque c'est une parcelle, on a fait l'année dernière, euh, c'est une parcelle qui est sur du Saint-Jean, c'est des vieux Saint-Jean, en terrasse.
au milieu de bois. Ouais, c'est une parcelle, elle est juste très, très, très belle, quoi. Enfin, il y a une émotion particulière qui se dégage de cette parcelle-là. Et on s'est retrouvés l'année dernière, donc on a trouvé ça un peu par hasard. Et voilà, on s'est dit avant d'acheter la parcelle, parce que c'est pas comme acheter un paquet de bons becs, ça coûte un peu d'argent. Donc on s'est dit on va vinifier les fruits, on va voir ce que ça donne. Et puis bah, après on achètera ou pas. Si c'est bon, on achète. Si c'est pas bon, on n'achète pas. Voilà, du coup ça c'était cette cuvée, donc qui s'appelle Révolté, et on est à 50-50, ouais, Marsanne-Roussanne. Donc ça c'est Ouais, une, donc c'est très bon. Ouais. ouais, oui, enfin oui. Nous, Alors, on aime bien. j'ai enlevé la caméra parce qu'il y a de nouveau un petit problème de débit, donc je vais vous laisser en première ligne. Je suis là, hein, Nelly, hein, petit Arnaud. Là, je suis en train de déguster donc le Saint-Jean. C'est très bon aussi, hein, donc on a vraiment ce côté un peu fruits, chair blanche aussi, mais on a du gras aussi, hein, et ça, c'est typique aussi des Saint-Jean blancs, hein, de ce côté gras un peu sur le vin, justement, qui est intéressant. Mais une fois de plus, hein, on a cette fraîcheur en finale qui est super sympa, hein. Bah, Il y a pas franchement, je suis amené aussi scotché de goûter aussi bon au bout de. C'est le combienième millésime sur Saint-Joseph Blanc? un. Ah ben c'était le premier. C'est le premier, ça? 2019? Ouais. Franchement, si tous les vignerons qui se lancent feraient des canons aussi bons dès la première année, ça serait, hein. Franchement, Et ah, ce qu'on essaye vraiment de faire aussi, c'est sur les blancs, c'est on aime bien l'amertume. Mm. Il y a une ouais, amertume naturelle. les amers sont très intéressants. Ouais, ouais. Et c'est quelque chose, voilà, comme on n'est bien entendu pas sur des acidités, des pH comme à Sancerre, la fraîcheur, il faut aller la trouver par différents moyens. Et cette amertume amène de la fraîcheur, comme la salinité. Mm. La salinité et l'amertume amènent une longueur qui rappelle de la fraîcheur. Et, Et qui voilà. relève le palais en fin de bouche, en fait. Ouais, ouais. Ça permet pas, au lieu d'être puis de tomber, en fait, on remonte. Ça fait sens. Et du coup, oui, c'est vrai que sur les blancs, on a tendance à travailler aussi beaucoup avec avec les bourbes. On débourbe pas serré du tout parce que les bourbes fines qu'on recherche qui amènent un côté salin, pas végétal, mais salin. Les grosses bourbes du fond, ça amène vraiment un côté sale et, Ça, on dégage. terreux et boueux. Mais les bourbes fines, c'est pour ça que en débourbage avant fermentation, on fait un gros travail là-dessus. Et voilà, on espère que c'est payant. Voilà. Ouais, ouais. Et vous faites pas de macération préfermentaire, quoi, des macérations non, c'est pressurage direct? Ouais, ouais, ouais. En sachant D'accord. qu'il passe une nuit au frigo. On fait une nuit au frigo quoi qu'il arrive. Ouais. Ouais, il y a des beaux amers aussi, hein. Ça, c'est très rare, hein, sur Saint-Joseph Blanc d'avoir des amers. Donc, c'est vraiment un beau terroir aussi qui est derrière, hein, donc c'est sympa, hein. Mm. Ouais, ça, alors on est enfin, sur le Saint-Joseph, toute la partie sud Saint-Joseph, donc là où on est, c'est beaucoup de granit. Et voilà, c'est vraiment la typicité des Saint-Jean du coin, c'est qu'on va être sur des granites. Donc avec un côté, parfois, notamment sur les rouges, ça donne un côté un petit peu austère, mais c'est des vins qui ont besoin de s'ouvrir et puis de sortir un peu de leur cadre qui est donné par le granit, et puis de s'ouvrir un peu, et puis voilà. Mais quand on est sur de la Marsanne et de la Roussanne, on va avoir quand même la rondeur, hein, le gras de ces deux cépages, quoi. Donc Ouais. sur les Alors, blancs et sur les rouges, ça se comporte et pas de la alors, même façon. pourquoi cette étiquette, je reviens sur les étiquettes, mais le meilleur de nous, révolté? En fait, parce que très rapidement, après quelques salons, ben, je racontais l'histoire. Arnaud était pas là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je racontais l'histoire de notre domaine, qu'on a commencé, qu'on travaille en famille avec Arnaud, les enfants, blablabla. Et puis, ben, plusieurs fois, en fait, les gens en fin de dégustation me disent: Ah, c'est très bon, bravo, vous félicitez très bien votre mari. Comment dire? Du coup, j'ai dit, bon, bah, c'est très bien, mais je suis pas la femme qui a suivi les rêves de son mari, ou tu vois, Ah, donc j'ai dit, je vais faire une gamme un peu, donc c'est une gamme très courte, mais de vin. Et puis c'était aussi parce que au fur et à mesure du temps, tu rencontres plein de femmes et tu te rends compte
qu'il y a plein de femmes qui ont des super idées, mais qui n'osent pas les mettre en action, qui Ouais. ont un peu peur, quoi. Donc, mon motto, c'est de dire, quand on veut, on peut, et puis donnons le meilleur de nous et faisons les choses. Et puis voilà, il se passe des belles choses. Pour moi, c'était d'en monter un domaine. Donc un vin, bah, il faut l'assumer aussi le vin. Il faut qu'il soit bon, il faut qu'il s'impose, il faut qu'il soit voilà, et bah, il y a tout dedans, hein. Donc c'est fin, c'est élégant, c'est soyeux, hein, c'est féminin, mais ouais, il y a de la puissance derrière, il y a du caractère. Donc non, c'est très bon. Là, je suis agréablement surpris, hein. Bah, non, je suis pas agréablement surpris. Non, c'est très, très bon. Bon allez, on revient au début et puis on va faire un peu le retour et puis aussi les débuts, de votre, cheminement quoi, surtout, alors, on Donc, était là. ouais, on était 2016-2017 qui sont vraiment les premières années. Ben voilà, Augustin qui joue, voilà. Typiquement, on retrouve des petites voitures dans nos vignes. Et ça, du coup, donc 16-17, c'est vraiment le tout début où on se dit, on se lance un peu en se disant, on a tous les deux des jobs. On faisait ça on était double actifs tous les deux. Donc on faisait ça le soir en rentrant du boulot, le week-end. Enfin voilà, pendant 2 ans, on faisait ça tout le temps, quoi. On s'arrêtait jamais. Enfin, on s'arrête jamais, mais enfin, bref. Et du coup, fin 2017, quand même, il y a un moment où on se dit, mais en fait, on pourrait peut-être passer à l'étape suivante et vraiment faire ça de notre vie, quoi. Que ça soit pas que le week-end, que ça soit pas un peu ce hobby, mais on passe la vitesse supérieure et puis on y va. Et du coup, 2018, c'est là où on a eu cette réflexion à se dire, ok, bon, maintenant on a décidé, mais comment on peut vraiment passer à la phase suivante? Et c'est là qu'on s'est dit, ben, allez, goûtons tous ces vins du Sud et trouvons un village qui nous intéresse, où il y a de la fraîcheur, et puis après, on essaiera de trouver des vignes, quoi. Et après, c'est le début de 2018 où Arnaud s'était mis en relation avec la SAFER. Alors, la Ah SAFER, ouais. c'est ce fameux organisme qui gère tout ce qui est transaction de terres agricoles en France. Toute transaction de terres agricoles passe par eux, avec tout le bazar que c'est, quoi. Parce Côté que, administratif, alors, il y a le et côté pourtant administratif, avec ça, ce serait pas ouais. très grave. Nous, on s'est surtout rendu compte de l'importance de la SAFER dans le sens où on peut être d'accord en tant qu'acheteur et vendeur sur un terrain, on peut être d'accord sur le prix, on peut être d'accord sur tout. Si la SAFER dit non, en fait, je suis pas d'accord pour que vous l'achetiez, eh ben, on n'aura jamais le droit de l'acheter. Ah, Et c'est le, fou ça. et le propriétaire n'a même plus le droit de retirer son bien de la vente. D'accord. Et la SAFER peut par exemple attribuer cette terre que le vendeur voulait vous vendre uniquement à vous. La SAFER peut décider de la vendre au voisin du vendeur qui peut-être qui déteste, qui s'entendent pas du tout, mais il peut plus retirer son bien à la vente. Et si la SAFER estime que le voisin est mieux placé et plus et plus Ah, est plus apte à avoir cette terre, il peut être obligé maintenant de la vendre à son voisin. Voilà. Ah ouais, Donc, c'est terrible, hein, parce que ouais. donc dans le Nord, on n'a jamais eu d'occasion d'acheter quoi que ce soit. La SAFER nous a toujours proposé les choses que tout le monde avait refusées. on a visité des trucs Ouais, ouais. incroyables, On a, vraiment. on a visité une décharge quoi, dans un trou. Ouais. Ah, vous êtes sûr, ça vous plaît pas? Ben, Pardon, en fait. non. On Enfin, n'a on n'a pas envie d'acheter une poubelle, quoi. vu que les 20 autres avant vous ont dit non, non, non. Donc voilà, et par contre, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on est descendu. On a pris contact avec la SAFER du Vaucluse. Ça nous a pris, enfin, pardon, mais ça nous a pris plusieurs années avant de se rendre compte de ça, quoi, parce que 2011, quand on arrive, on se dit, oh bah tiens, on va regarder quand même ce qui se passe au niveau des terres, si on peut acheter ou pas. Bon, mais on n'était pas à fond dedans. Mais on se rend compte, enfin, de 2011 à 2017, en fait, on se rend compte qu'il ne se passe rien, quoi, et que jamais on nous propose rien. Et les premières fois où ça nous arrive, on est face à ce mur, quoi, de la SAFER. Et ça aussi, ça a été une chose c'était vraiment Ah un ouais. frein très important, quoi. On n'allait jamais pouvoir s'installer ici en ayant zéro terre. On, Ouais. on avait la primeur sur personne, quoi. Même quand on a acheté notre maison, notre maison venait avec 7 hectares de terre autour. Donc, une partie qu'on a plantée maintenant autour de la maison, une partie c'est des bois, une partie c'est des trucs comme ça. Ouais.
Mais en fait, comme il y avait 7 hectares de terre agricole, pour acheter notre maison, il a fallu aussi qu'on passe devant la SAFER. On a failli ne pas pouvoir acheter notre maison parce qu'il y avait un petit D'accord, jeune qui avait 12 ans et ses parents voulaient qu'il reprenne, qu'il fasse de l'agriculture, quoi. Bon, là, d'accord. on a quand même dit, il a 12 ans, votre gamin, il n'y a pas vraiment de futur sûr, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a pu acheter la maison. Mais on s'est aussi rendu compte à ce premier achat que ben ça se faisait pas si facilement, quoi. Ouais, Parce que ça moi, peut être j'étais resté dans. Ouais, ça peut être un frein. Ça nous a fait vraiment réfléchir à est-ce que c'est possible, quoi. Mm. Parce que systématiquement, quand vous avez une terre à la vente, c'est pas pour vous, c'est pour un plus gros, un plus influent. C'est souvent comme ça. Donc, Puis comme nous, on n'a pas de terre au voilà. départ, on a zéro terre, donc on n'est jamais le voisin d'un mec qui vend. ah bah oui, Donc on ne bah ouais, bien sûr. pouvait pas non plus dire ah, on est juste à côté. Ouais. Non, c'était pas possible non plus, quoi. Parce que Donc moi, ce que j'entendais quand même sur la SAFER, c'est qu'ils privilégiaient quand même les jeunes qui voulaient se lancer Pas justement partout. pour pas que ça soit des grosses machines qui ont déjà 200 hectares pour avoir 205 hectares et puis pour pousser. Et justement, l'idée, c'était. C'est la vocation de la SAFER, normalement. Mais dans le Rhône-Nord, c'est complètement faux. Ça va toujours au plus Ah ouais. gros, en général. Donc, il y Ouais. a du lobbying C'est pas, là-dessus. c'est pas le cas du tout dans le Vaucluse. Et le Vaucluse, là, en fait, c'est une question de personne. On a rencontré une personne merveilleuse, enfin, plusieurs personnes merveilleuses à la SAFER du Vaucluse qui, contre vents et marées, nous ont soutenus à mort face à des grosses caves coopératives, etc., qui voulaient pas du tout entendre parler de ça. Et il y a eu une vente d'une vingtaine d'hectares et sur lesquels on a été les plus gros allocataires. On a pu acheter 9 hectares sur les 20 avec la SAFER du Vaucluse qui a défendu notre cause, Ah mais ouais. vraiment en se mettant pas mal de monde à dos, parce que voilà, ce sont des terres qui sortaient d'une coopérative, donc les coopératives aiment bien garder ces terres-là, ce qui est tout à fait normal. Hein. parce que dans le comité de la SAFER, il y a aussi des professionnels et donc des gens qui travaillent à la coopérative. Et là où on a acheté dans le sud, il y a 2 grosses coopératives. Et c'est un peu l'histoire aujourd'hui des coopératives, c'est qu'ils perdent tous leurs adhérents. Donc tous les coopérateurs, les vignerons qui viennent leur apporter de la vendange, ben aujourd'hui, plus ça va et moins il y en a, plus les gens font leurs bouteilles eux-mêmes, surtout les jeunes qui reprennent, etc. Ah Donc ouais, d'accord. nous qui arrivons, on était du nord, parce que ben voilà, on est quand même de loin. On était du nord, plus on n'allait même pas laisser les raisins à la coopérative. C'était, enfin, un mois avant la vente, la dame de la SAFER nous avait dit, oh, c'est chouette, votre dossier, machin. On avait visité, enfin, elle nous avait bien aimé, on avait visité les vignes. Moi, c'était 3 jours avant la naissance de Margot. J'avais un ventre énorme, quoi. On était en train de crapahuter dans les vignes et tout ça. Il y avait plein de petites choses qui fait que, voilà, qu'elle avait bien, on avait bien accroché, elle aimait notre projet et tout ça. Et puis, en fait, un mois avant, elle était tout à fond. Et puis, une semaine avant, elle avait appelé Arnaud et elle avait dit bon, Ça se alors, présente mal. je ne veux pas vous dresser un tableau noir, mais je pense que c'est un peu Ah ouais. mort. Et puis voilà, et puis voilà. Nous, depuis le début, en fait, on se rend compte sur tout ce qu'on a fait, qu'il y a vachement de belles rencontres, en fait. Tout ce qu'on a fait, on achète notre maison, elle nous revient parce que la vieille dame, on lui dit on va replanter des vignes, et, parce qu'avant, il y avait déjà des vignes, il y a très, très, très longtemps. Et alors, elle était heureuse comme tout, elle nous dit, mais mon mari va sortir de sa tombe pour vous aider. Bon, voilà, comme ça, Ouais. on est pas, enfin, on fait pas exprès, quoi, on dit juste les choses comme elles sont. Voilà. Là, c'était pareil, la SAFER, ben, du coup, on a réussi à avoir 9 hectares parce que ben, c'est plein de belles rencontres à chaque fois. Et Ouais, enfin, non, mais notre c'est bien. Ouais, parcours, c'est aussi toutes ces rencontres-là, quoi. ouais. Alors là, juste, j'ai défilé quelques photos. Donc là, vous êtes avec le pressoir, là. Ouais, c'est notre Euh, premier millésime, ça, c'est 2018. Et du coup, ouais, ben, on n'avait pas encore de cave pour vinifier. C'était, en fait, quand on a acheté les terres du Sud, on voit les terres du Sud au mois de mars. Au mois de avril, on commence à travailler les terres, enfin tout ce qu'il y a dessus, mais on ne savait pas si on allait pouvoir acheter. On a su ben, au mois d'août qu'on allait pouvoir acheter. Donc on a pris le risque, on s'est dit tant pis, on investit ben, tout le travail et puis ben, tout l'argent quand même sur ce cycle-là, et puis il y a bien un truc qui va se débloquer à un moment, on pourra acheter.
Et donc, on avait fait, par contre, on s'était dit, on va quand même pas non plus aller trop loin dans notre idée. On s'est dit, on va vinifier chez un copain dans le sud, et puis on verra plus tard, quoi. Et une cuvée, toutes les vignes qui sont autour de la maison, on les a vinifiées dans notre grange, comme vous avez pu voir sur Ouais. la Ouais, photo. d'accord. On avait fait une petite presse à cliquer, enfin, voilà, c'était le premier millésime un peu où on se débrouillait, quoi. Mm. Ah ouais, mais Et c'est du bien. coup, ouais, Alors là, c'est quoi? C'est des premières plantations. Alors là, on voit que c'est de la caillasse, là, hein. Franchement, Là, on est dans le sud. Du coup, ça c'est, on a dans les 9 hectares qu'on a acheté dans le sud, il y avait une partie du vignoble à restructurer et à voilà, aménager, si vous voulez. Donc tout n'était pas en super état. Donc par exemple, il y a une vigne où il y avait énormément de manquants. Il y avait plus de 60% de manquants dessus, qui étaient des vieux grenaches qui produisaient plus rien. Donc là, on l'a arrêté et on a refait des nouvelles plantations. Donc ce que vous voyez à droite, qui sont donc les jeunes plantations. Et on a restructuré une partie du vignoble également, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, en surgreffant en fait. Donc dans notre parcellaire, dans les vignes qu'on avait pu acheter, on avait énormément de Carignan. C'est un cépage qu'on a appris à adorer. Mais le problème, c'est que dans le cahier des charges des différentes appellations du Sud, on ne peut pas avoir trop de Carignan. Ce qui fait qu'on aurait pu en faire un vin, mais on n'aurait pas pu l'appeler Côte-du-Rhône ou quoi que ce soit. ah ouais, c'est Donc, vrai, ouais. ça aurait dû être un vin une IGP. Voilà, on pouvait pas bénéficier des appellations ni Côte-du-Rhône, ni Côte-du-Rhône Village, Sainte-Cécile, etc. Parce qu'on avait beaucoup trop de Carignan dans notre parcellaire. Du coup, comme ces Carignans étaient quand même magnifiques et en très très bon état, on en a surgreffé une partie en Syrah. Donc, on a récupéré sur une parcelle de Cornas qui a été plantée en 1913, on a récupéré des bourgeons, les bois de taille. des bois de taille de Syrah, qu'on a surgreffé sur nos Carignans du Sud. Ce qui fait qu'on a transformé nos Carignans de 40-50 ans en Syrah de 40-50 ans en une saison. Parce Ah, qu'en fait, on a super, ouais. gardé Ah ouais, tout le système racinaire de l'ancien pied, et puis on est venu y greffer de la syrah. Du coup, on a des Syrahs magnifiques avec un système racinaire qui est bien en place. Et voilà, donc c'est une opération qui a un coût, qui demande beaucoup de travail et beaucoup de passages, Ouais. mais le résultat est fantastique. Voilà. Et puis bah pour oui, nous, parce ça que là, fait vous gagnez tout de suite 3 ans, quoi. Donc, plutôt que de replanter et puis d'avoir On gagne 50 ans parce que vous avez une vigne de 50 50 ans. ans, ouais, matériel végétal et. Parce qu'après 3 ans, vous n'avez pas, la qualité de raisin de cette vigne-là. Ah, ouais, tout à fait, ouais. Vous avez de la jeune Ah, ce vigne. qu'on va faire, c'est on va déguster de nouveau côte à côte les deux côtes du Rhône. Hein, et donc, je vais mettre. Alors, juste pour revenir sur toutes les étiquettes, hein, donc là, vous voyez un peu toutes les étiquettes. Là, on va déguster donc le Côte du Rhône assiégé. Et après, on ira sur le Côte du Rhône, donc village, Aleph. Massif Allez, du Chaux. ouais, massif du Chaux. Alors, on va aller sur la fiche assiégée. Allez, on y va. Alors, du coup, là, on est sur nos parcelles du sud encore. On retourne dans le sud sur 4 parcelles en Grenache, en Caladoc, en Syrah et en Carignan. Donc, avec une majorité de Grenache. Alors là, le truc qui est sympa, c'est que, et alors pour le coup, ça fait aussi partie des choses hyper enthousiasmantes pour nous, c'est qu'on découvre des nouveaux cépages qu'on n'a jamais travaillé, le Caladoc, le Grenache, le Carignan. Et puis voilà, par exemple, comme on disait juste avant, on a fait du surgreffage. Enfin, c'est plein de choses qui, pour nous qui sommes dans le vin depuis 15 ans, c'est pas toute une vie, mais on a vu un petit peu des choses déjà. Aller dans le sud, ça nous permet aussi ça, hein, d'apprendre des nouvelles choses, quoi. Et alors, on est tombé sur le Caladoc, qui est un cépage hybride. Donc, c'est un hybride entre du Malbec et du Grenache. Et voilà, on le vinifie en rosé, donc sur un rosé qui s'appelle Je vous adore. Et puis, on le vinifie du coup en rouge. Et du coup, c'est assez sympa comme cépage. Enfin, on aime bien parce que, alors, pour le coup, nous qui aimons la fraîcheur, le Caladoc, ça va nous apporter en termes aromatiques des côtés un petit peu framboise, fruits rouges écrasés, frais. Et puis, ça a une acidité naturelle qui est intéressante, quoi. Donc, D'accord. là, dans cet assemblage, ça apporte vraiment ça.
Et puis la Syrah et sa fameuse structure, son épice, le Carignan aussi qui apporte en structure, c'est intéressant. Et puis le Grenache qui va vraiment avoir ce côté gourmand, un peu plus rond, un peu plus voilà. Et du coup c'est un Côtes-du-Rhône qu'on voulait. Nous on aime bien travailler le fruit. C'est ce qu'on travaille dans nos vignes, c'est ce qu'on travaille dehors. Et alors du coup à la fin on veut vraiment que ce soit le fruit qui soit roi. D'où le fait qu'on n'utilise aussi pas de bois neuf. Mais voilà, c'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant sur la fraîcheur. Donc on est sur tous les vins qu'on travaille, on travaille en levure naturelle. Donc on ne rajoute pas de levure. Et puis là, on est en inox 100%. Ouais. 100%, d'accord. Alors Ouais. c'est vrai qu'à l'ouverture, il y avait un peu de ce qu'on appelle un peu de réduction. Je sais pas, tu l'avais aussi au nez ou ce côté un peu un peu Ouais, ouais, de ouais. Mais après, ça s'en va à l'air, quoi. Faut juste aérer. ouais, c'est une question d'aération. Ce que je voulais dire, c'est que justement, ça c'est un vin, comme on est sur des jeunes millésimes, faut pas avoir peur de le carafer en fait. Donc tout simplement parce qu'après en bouche, alors on l'a pas du tout. On est sur le fruit, on est sur tout ce que tu avais, la Syrah, on connaît, hein, ce côté un peu épicé, le côté un peu mûr. Et c'est vrai qu'on a une bonne acidité aussi, hein, donc ce qui est intéressant parce qu'avec le réchauffement climatique, le côté méridional, c'est toujours un peu compliqué aussi. Bien souvent, quand tu fais les analyses des Châteauneuf-du-Pape, on est plutôt au-dessus de 15 degrés alcooliques. Et c'est vraiment un gros problème. Là, c'est super digeste, hein, c'est super frais, gourmand, goulayant. On a cette fraîcheur en finale et même cette pointe d'acidité aussi qui est intéressante et donc qui ira très bien. J'ai vu que tu avais mis un carré d'agneau, par exemple, pommes de terre sautées avec persil. Donc Ouais, voilà, on est tout à fait dans la plaque, quoi. ouais, ouais. Oui, l'acidité, ça permet aussi de manger, quoi. Hein. Que Mm. l'on lourd, quoi. Ouais, on est sur quelque chose. Alors ça, c'est estampillé bio ou pas? Non, vous allez être ou pas? Non, pas encore. En fait, on est en cours de certification et en bio et en biodynamie. On est encore en certification. Ça sera à partir du millésime 2021. Il nous faut 4 Et ans, en pourquoi fait. vous avez choisi Déméter et pas Biodivin, par exemple, Ben, on pour l'a la fait. biodynamie? C'est vrai que en fait, Biodivin est moins restrictif que Déméter, donc on aurait pu faire ça. En fait, on s'en fout. On le fait pas pour se fixer des limites. On le fait parce que l'idée de la biodynamie, le travail que c'est derrière et puis la philosophie que c'est derrière nous intéresse. Donc, qui peut le plus, peut le moins, autant être Déméter. Mm. On n'utilise Ouais, rien, puis, on corrige pas nos ouais. vins à la cave, on va pas acidifier, on va pas, enfin, on fait rien, enfin, on corrige pas nos vins. Donc, Déméter interdit certaines pratiques est plus Biodivin restrictif, autorise. que Biodivin autorise, notamment l'acidification. D'accord. Comme nous, on fait rien de tout ça, on voyait pas l'intérêt d'aller dans l'imp. Enfin voilà, autant en prendre le plus restrictif. Voilà. Ouais, bah, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'est un beau produit, hein, c'est sympa. Bon, on est quand même aux alentours de presque 11 euros, voire plus, hein. Donc, vous êtes à, je crois, 11 euros au caveau, là. Donc, c'est à peu près le prix de ce Côtes-du-Rhône. On est déjà dans une gamme un peu, tout de suite, un peu premium, hein, des Côtes-du-Rhône, hein. Donc, c'est vrai que généralement, vous trouverez toujours moins cher, mais quand c'est pas bon, c'est toujours trop cher. Donc, là, c'est un beau canon de vin rouge, justement. Ça peut être déjà un vin de gastronomie, hein, donc un vin de repas. C'est pour ça que tu mets un carré d'agneau là. Faut pas avoir peur d'une appellation comme Côtes-du-Rhône, hein. C'est vrai que c'est un peu moins haut de gamme que Châteauneuf, que Lyra, que ces appellations peut-être un peu du Rhône Sud. Mais là, on est quand même sur un très beau produit, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite déguster Côtes-du-Rhône Village Massif du Chaux aussi. ouais, Comme ça, on reviendra après sur le travail de la biodynamie et puis après sur le différent styles, hein. Parce que je vois que l'heure avance là. ouais, Et puis, hein, et bon, on va se limiter quand même à 55 minutes comme d'habitude. Donc, alors là, tout de suite, hein, au niveau. Alors, on était sur une couleur plutôt rubis, voire violacé sur le précédent, hein, parce qu'on était sur un jeune millésime. Là, ce qui est flagrant tout de suite quand j'ai versé dans le verre, c'est l'intensité, hein. L'intensité et la matière, ouais. hein. Donc, tout de suite, hein. Ouais, Ah ben ouais, là, là, c'est une parcelle en fait. Tout au départ, quand on a acheté dans le sud, il y avait donc 3 hectares de massif du Chaux.
Et enfin, sur le coup, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette appellation? Encore un Côtes-du-Rhône village, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a, je crois, 18. Il y en a peut-être, enfin, bref, à peu près 18. Et on s'est dit, mais c'est inconnu comme truc. Enfin, on va se galérer à vendre ça. Mais on est allé voir parce que, ben voilà, on a quand même voulu visiter. Et en fait, on est arrivé sur la parcelle avec Arnaud. Donc, il y avait deux parcelles. Il y a une parcelle de Grenache et une parcelle de Syrah. Et en fait, il y a le Mont Ventoux derrière. C'est entouré de bois. Et c'est une appellation, après, on a découvert, c'est une appellation qui est entourée de bois, donc qui est un peu en hauteur. Et du coup, ben, qui est naturellement plus fraîche en température. Et du coup, avec des différences entre le jour et la nuit en température qui sont importantes, donc qui est du coup top pour les acidités. Et du coup, on est arrivé sur la parcelle en disant, bon allez, on y va. Et en 2 secondes, on s'est regardé, on a dit, ah mais c'est trop beau, ça va être magnifique, on va sortir de ça, quoi. Et du coup, bah voilà, on était convaincus. On s'en fout, personne ne connaît, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça va être trop bon. C'est ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte que du coup, c'est c'est bon, hein. un village qui est un peu caché. Enfin, les gens connaissent pas bien, mais ceux qui connaissent adorent. Et on voit même les sommeliers, ils nous disent parfois, ah, eu chaud, c'est goût. Ou alors, ah ouais, c'est cool, c'est top. C'est un peu une pépite un peu cachée, quoi. Donc Ouais, d'accord. on est très contents. Ouais, c'était chouette parce qu'on était à Découverte en Vallée du Rhône à Avignon et il y avait toute une ligne de producteurs du show et ils étaient tous en bio en fait. Donc c'est chouette parce que on est 20 producteurs particuliers à Huchot. Ok. Il y a 20 producteurs de massif du Chaux, dont la moitié vendent déjà à la cave COP. Ouais. Et donc finalement, il n'y a pas tellement de massif du Chaux disponible en fait, et en sachant qu'il y a une grosse partie qui est déclassée même en Côtes-du-Rhône. Donc, parce que les gens, en fait, comme c'est pas connu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comme c'est pas connu, du coup, ils n'arrivent pas à le vendre parce que c'est pas connu. Ouais. Mais et comme il y en a pas à vendre, du coup, c'est pas connu. Enfin, tu vois, donc donc c'est le serpent, donc le chien qui se mord la queue. Enfin bref. Donc voilà, t'as pas un tas qui se mord les ailes, c'est ça. Mais c'est impressionnant ce nez, hein. Cette matière en bouche, ce nez, cette gourmandise en attaque. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est une bonne acidité. Il y en a toujours cette trame chez vous, hein. Là, on voit autant que les blancs que sur les rouges. Et il y a même un peu d'astringence en finale. Parce que ça, c'est lié tout simplement au. Mais ça veut dire qu'il y a un énorme potentiel de garde sur ce vin. Franchement, ouais. ça va être un vin. On a sorti que le millésime. Avant celui-là, on a sorti le millésime 2018, c'est tout. Et après un an de bouteille du 2018, on est super content. On voit qu'il évolue, mais d'une façon. C'est vraiment. Là, à mon avis, ça, c'est des vins, même en potentiel de garde, tu es sur 5-10 ans sans problème, hein, sans problème. On est sur des Côtes-du-Rhône, mais là, on est sur des gros canons quand même, hein, donc, belle matière, belle acidité, beau degré alcoolique, hein, donc franchement, il a tout vraiment pour avoir quelque chose de très long, linéaire et tout, hein, donc c'est un beau canon aussi. Eh ben, bon, eh ben, quelle surprise. Franchement, je suis ravi. C'est une super découverte. Tu vois, des pépites comme ça, je n'en fais pas souvent dans l'année, hein, donc, et là, c'est une pépite en live, tu vois, donc c'est pas mal. Donc, bah écoute, j'espère que. Alors, je pense qu'on se reverra d'ici 3-4 ans, on en rediscutera, hein, mais je pense que vous serez sous allocation d'ici très peu de temps, à mon avis. Il suffit juste que tu sois bien distribué dans les bons endroits qu'il faut, et là, il y aura vraiment quelque chose qui va. Ouais, ça va bouger, je pense, hein. Ouais, mais on est assez content. C'est vrai qu'on a eu des premiers. Parce que le privilège qu'on a finalement en créant notre domaine en 30-0, c'est que on choisit ce qu'on fait, quoi. Il n'y a pas des choses qui nous sont. Enfin, il n'y a rien qui nous. Imposé, ouais. Dessus, qui nous soit imposé, voilà. Donc, on choisit tout ce qu'on fait et on fait aussi les styles de vin qui nous plaisent. Ça, c'est le privilège de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, on pourrait, un de nos vins, ne pas les aimer, mais finalement, comme on les fait à notre goût, ben c'est chouette. Voilà. Et on a des retours de nos premiers clients parce que
les premiers salons que tu fais ou la première dégustation que tu fais avec un sommelier où tu vois, une des premières dégustations, c'était chez un 3 étoiles du coin chez Pic. Euh, quoi, t'arrives et tu te dis, voilà, tu sais que t'aimes tes vins, ça veut pas dire que ça va plaire, quoi. Et c'est vrai que dès Ouais, les ouais. premières dégustations, on a eu des super retours. On était contents, quoi. Et ouais, on a vu pendant le Covid aussi, quoi. On a des clients enfin, qui nous ont fait des témoignages d'amour, quoi, carrément, où on nous dit Ah on ouais. vous adore, les gars, on est à fond derrière vous, on vous soutient. Et ça a été, tu vois, après un an comment dire, de mise sur le marché, avoir des retours comme ça de tes clients après un an, sachant que sur un portefeuille d'un distributeur à l'étranger, ben, t'es une petite, t'es un tout petit domaine, t'es nouveau, donc ça veut dire que c'est pas facile à vendre parce que t'es inconnu, Ouais, que bien c'est sûr, ouais. poussé pour, tu vois, pour à chaque fois prendre du temps pour raconter l'histoire, machin, hein. Et en fait, voilà, après un an de mise en marché, on a eu ces témoignages-là de gens qui nous ont dit, bah voilà, moi j'ai le droit de mettre en marché, parce que c'est un monopole, blablabla, j'ai le droit de mettre en marché 10 vins, et ben j'en mets 2 de chez vous. Vraiment. Ah ouais. Euh, et ça a été plein de choses comme ça qui, bah, encore une fois, c'est le côté humain qui est hyper enthousiasmant, qui nous donne des ailes aussi. Et voilà. Mhm. Oui. Eh ben, Ben je suis oui, content hein, parce que ça va être à la boutique vin et conseils et donc ça va être un peu des petites pépites là, donc ça va être sympa. Là, je suis super content. Bah, je suis content pour vous surtout parce que c'est un projet de vie, c'est avec les enfants, c'est vraiment on sent que c'est vivant, c'est abouti, c'est maîtrisé, donc voilà. Donc là, vous avez, à mon avis, on va pas tarder à finir quand même parce que là, on va sinon déborder un peu. Ouais. Hein, donc il y avait plein de choses à faire, mais de toute façon, ce diaporama, en fait, les personnes qui ont assisté à cette web masterclass, bah, je vais le diffuser avec, j'enlèverai peut-être deux, trois photos. Mais c'est vrai qu'il y a tellement à dire sur un domaine comme le vôtre où il y a tout ce projet, où vous avez travaillé. Ça, c'est les premières vinifs. Non, c'est les vinifs en 2019. Non, c'était en quelle année? 2019, donc ça c'était dans notre cave actuelle en fait. Ouais. qui n'est pas Ouais. du tout une cave, encore une fois, on a dû se débrouiller. Donc, c'est un ancien magasin d'outillage qu'on a récupéré et où on a mis nos cuves, etc. Parce que au Ouais. début, c'est on fait comme on peut. Et Ouais, et puis surtout, trouver la cave, c'était, on vinifiait en septembre, on a trouvé la cave au mois d'août, quoi. C'était un peu le stress à se dire, D'accord. oh là là, mais on Ah a ouais. nul pour vinifier. on avait les cuves. En attendant, les cuves, elles étaient dans le jardin, Ouais. à côté du poulailler. Et on savait pas. Si On on savait trouvait pas pas quoi de faire. cave, on vinifiait dehors, quoi. On Ah s'était ouais. dit, eh, plan, on met une tente, en fait, on achète un truc, on fait une cave à emporter, tu vois. Si jamais on trouve rien, ben, on aura que ça comme solution, quoi. Et heureusement, on a trouvé, mais voilà. Ouais. Ah, c'est sympa. C'est cool. Et donc là, c'était en 2020? Non, c'était quand? C'est une nouvelle parcelle, ça, ou pas, alors? Ouais, ça c'est chaque année en fait on plante. Alors la photo de droite en fait, c'est une photo tout au début, on a vu la première parcelle de cornasse qui venait d'être plantée. Et puis ben voilà, c'est pour montrer que ben chaque année on plante un peu plus, un peu plus. Donc là on est vraiment monté sur le coteau, sur une des terrasses, etc. Donc ça prend du temps, c'est comme ça. Et puis à gauche c'est une photo de Saint-Joseph, du coup une autre parcelle qu'on a trouvée. Ouais. Par hasard, parce qu'Arnaud est allé chez le coiffeur et que le coiffeur, enfin la coiffeuse avait des terres à vendre, elle a dit, oh, mais toi, mais je t'aime bien, mais je veux que tu achètes. Mais toi, tu te débrouilles. Lui, laisse pas faire, vous vous débrouillez. Il faut que ça soit vous qui achetiez, etc. Donc là, ça a été encore. Mais voilà, c'est là aussi, on continue à planter. Et puis ça, Ouais. ben, du coup, on a fait nos premiers événements un peu. Donc ça, c'était cet été, à se dire, on va faire pas des vinifs, des dégustations dehors dans les vignes. Parce que c'est vrai qu'on fait souvent des dégustes dans un caveau, c'est pas, enfin, c'est sympa, mais Bah ouais. là, on est dans le vif du sujet, quoi. Ah, c'est Donc, génial, ça. Ouais. pas Mais ça, je comme, l'avais fait hein, sur la côte des Monts d'Année chez Bourgeois à l'époque pour des Belges. Hein, donc, ah ouais, tu étais à la bonne école, hein, Nelly. Hein, donc, ah bah oui, hein. Ah oui, hein, on m'a appris à transmettre les émotions, à trouver les trucs. ouais. Ouais. Ah, non, mais c'est bien. Vous avez le technique, vous avez le commercial, vous avez le marketing, vous avez l'envie, vous avez le sourire. C'est tout gagnant, quoi, hein, franchement.
Et on ne le Donc, rappellera jamais assez, on est mignon. oui, t'es très Voilà. très mignon. Toi. Pour un Belge, t'es très très mignon. Donc Oui, voilà. là, bah, c'est des petits raisins. Donc là, c'est un peu bah, toute la petite troupe, hein, donc Toute la la troupe, ouais. fameuse team. Hein. En famille, ouais. Et, Ouais. et donc vous utilisez, vous faites des labours? Ouais, 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 c'est ça, au cheval. Du coup, ça faisait depuis le début enfin voilà, qu'on voulait travailler au cheval. Et puis en fait, comment dire, ben, le problème c'est que tu peux pas travailler comme ça du jour au lendemain avec un cheval. Bon, d'abord, ça coûte un peu d'argent, donc au départ, on n'avait pas forcément ça. Enfin, pas qu'on ait beaucoup d'argent aujourd'hui non plus, mais moi. Et puis aussi, il fallait préparer nos sols. En fait, ton cheval, il peut pas juste arriver comme ça. Donc il fallait aussi préparer nos sols. Donc cette année, c'est la première année, du coup, enfin là, juste après vendange, d'accord. on a fait venir le cheval, juste avant de semer nos engrais verts. Et puis voilà, on était contents. En tout cas, c'est une nouvelle étape chouette Mm. dans notre envie aussi de travailler de manière propre, de Ouais, pouvoir ouais, bah ouais. des terres qui soient propres à nos enfants. Et puis voilà quoi. Et donc à ces deux petits michetons là qui sont comiques. Mais après, là, c'est une photo qui est prise à l'intérieur d'une cuve. J'étais en train de décuver et du coup, du coup, il disait, mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Mm. Euh, Ah ouais. Après, Ouais, on a voilà. plein de nouveaux projets sur 2021 parce qu'il va falloir construire une cave, hein, parce qu'aujourd'hui, on loue un endroit. Maintenant, il va falloir construire une cave. Donc ça va être un gros projet. Enfin, il y a beaucoup de réflexions parce qu'on veut faire un bâtiment qui soit propre aussi. Donc, Ouais, c'est des ouais, bah ouais. mais c'est aussi réfléchir à quand on est dans une cave, on utilise vachement d'eau, ben c'est à pas jeter toute cette eau à l'égout, pouvoir l'utiliser, surtout que dans les années futures, on va quand même avoir risque d'avoir des gros problèmes de Ouais. sécheresse. Et puis voilà, en parlant de sécheresse aussi, c'est de se dire ben on va planter, donc il y a une petite parcelle à côté de chez nous. On a décidé d'aller planter une parcelle expérimentale avec des cépages qui viennent de plus au sud, alors pas sud France, hein, Espagne, tout Ouais, ça, ouais. pour voir en fait des nouveaux cépages dans 50 ans quand il fera 5 degrés de plus, Ouais, ouais, qu'est-ce bah qui ouais. vaut le coup quoi. Et puis voilà, et puis là on est lancé aussi sur de l'agroforesterie. C'était toujours dans cette même idée qu'à un moment donné il va faire très chaud. Ben, c'est planter des arbres, des nouvelles essences, alors pour la biodiversité, mais aussi pour tes arbres, ils vont t'aider à faire descendre un peu tes températures, quoi. Donc on est sur ces projets de agroforesterie aussi. Ah, c'est Voilà. beau, ouais, c'est bien. Ouais, vous prévoyez un peu le futur, le réchauffement climatique. Ah, Ouais. Ben, carrément, ouais. nous, on a été Mm. très touchés par ça parce que Mm. on va dire que depuis 2016, on fait que des plantations. Ouais. Donc les jeunes vignes n'ont pas encore de système racinaire bien implanté. Bah ouais. Euh, Depuis 2016, on s'est chopé 3 vagues. Enfin, ça va devenir la norme. Faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face. Ah ouais. Probablement les années les moins chaudes des 50 qui arrivent. Mm. Donc c'est vrai que nous, on était fort touchés par ça, par les plantations, Et, quoi. et- et sur les jeunes plantations, pendant 3 ans, tu peux un peu les irriguer, non? Oui, mais faut avoir la capacité d'irriguer, faut pouvoir le faire, Ah ouais. faut avoir un puits à côté, parce que quand tu te trimbales avec ta tonne à eau derrière le tracteur, t'en arroses pas bien des plants. T'arroses un par un, tu vois, genre avec ton arrosoir. Ah ouais, ouais. Voilà. Et que Ah quand ouais. À moins de faire un un jour il système fait de goutte à 40 goutte, mais degrés, super coûteux et tout, quoi. Ouais. Mm. donc ouais, il faut avoir la capacité d'irriguer, Mm. faut être équipé, faut. Ouais. Mais ça, voilà, il faut y penser aujourd'hui, en tout Mhm. cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on n'a pas du tout toutes les solutions, on a certainement pas encore plein de choses à explorer, mais en tout cas, on se dit, il faut réfléchir à ça maintenant, et puis comme ça, dans 10 ans, on sera prêt, on aura mis des choses en place, et puis dans 20 ans, nos gamins ne diront pas, mais putain, mais qu'est-ce que vous avez foutu, quoi? Vous avez pas vu qu'il allait faire chaud, là? Vous avez... Voilà, donc voilà. C'est aussi pour préparer pour eux parce que Mhm. ouais, ça se trouve ils Ah, font c'est autre chose, bien, ouais. hein, mais voilà. Ouais. Et la solution au réchauffement climatique, c'est pas dans l'irrigation qu'il faut la trouver. Non, non. Non, c'est des cépages un peu plus résistants, c'est ouais, c'est tout ça, ouais. La Ouais, flotte ouais. va monter, c'est pas en irriguant qu'on va sauver. Voilà, c'est pas une vraie Et puis les solution. tailles, il y a certains vignerons en Bourgogne qui font les tailles le plus tard possible aussi pour, c'est-à-dire au mois de février, mars, et puis du tout faire les tailles sur décembre, janvier, quoi.
Ouais. Non, je sais pas, vous avez vu aussi ce système dans le Rhône? Ouais, Pour il y a gagner 15 jours. quand même une tendance à tailler plutôt février-mars que décembre-janvier. Mhm. Mais j'avoue que j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Moi, je sais que nous, à la limite, si tu veux, nous dans le nord, toutes nos parcelles, si tu veux, sont en altitude. On n'a rien dans la plaine vu que, enfin, historiquement, les appellations sur lesquelles on plante sont très plantées sur le bas. Donc nous, aussi bien en Cornas qu'en Saint-Joseph, nos plantations, elles sont sur des parcelles en altitude, donc À beaucoup 400 plus tardives que les autres. Mm. Donc nous, si tu veux, on va pas forcément chercher à tailler très tard, parce que ça veut dire que la petite semaine d'écart où on va reculer, si tu veux, vu qu'on en a déjà 2 de retard, on n'a pas Ouais. forcément envie de manger très très tard, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, je prends comme exemple, on a déjà des collègues qui vendangent 3 semaines avant nous sur la même appellation. Tu vois. Donc, le fait de tailler tard pour nous, ça nous ferait encore reculer ça. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Effectivement, si on était planté dans la plaine, peut-être c'est quelque chose à laquelle on réfléchirait aussi. Oui. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, les amis, là, c'était très sympa. Il va falloir se quitter quand même, hein, parce que on va pas faire un truc de 3 heures, hein, même, même si c'est de la matière, et puis on pourrait le faire, hein, mais bon, bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup, hein, donc même les personnes qui ont suivi le webinar, hein, donc c'était très sympa. C'était un très beau webinar, très belle web masterclass. Des Ouais. vins très, très qualitatifs. Nelly, Arnaud, continuez comme ça, c'est très bon. C'est du Merci. fruit. Voilà, vous êtes très mignons. Et bah, je sais pas, bah, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez dire au revoir si vous le souhaitez, hein. Je vais couper le webinar d'ici 10 secondes. Et ben, Allez-y. merci, un grand merci. Un grand merci à toi, Frédéric. Merci beaucoup, c'est super. Merci beaucoup de tes commentaires et tout. Oui, ça fait Ça plaisir. fait Ouais. toujours super plaisir, surtout qu'on démarre, donc on prend tout, tu vois. C'est pas du pipeau, hein, c'est juste de la réalité. Hein, je suis entier, donc je dis ce que je pense. Non, c'est très bon. En tout cas, bravo. Hein, donc, vous allez être sur tous les sites sociaux, la totale. On va faire le buzz de votre marque et on va se bouger pour que ça booste. Allez, bon, Merci. bah, au revoir à tout le monde. Prenez soin de vous. Allez, Au revoir. allez, au revoir.